Ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme. Interrogez plutôt sa vie et vous saurez ce qu'il est. En 1935, Madame Rothschild fut l'acquisition personnelle de la statue de bronze de Samson combattant les Philistins, qui sont les actuels Palestiniens. On connaît l'histoire de Samson vers le VIe siècle avant l'ère chrétienne. Une partie du pays de Canaan est dominée par les Philistins, d'où est tiré le nom Palestine. C'est l'époque où les tribus d'Israël sont dirigées par des juges, une sorte de chefs locaux semblables aux suffètes carthaginois. Samson est le juge de la tribu de Dan. Avant même sa naissance, il a été consacré à Dieu et pour cela, le rasoir ne doit point passer sur sa tête. L'enfant grandit, devient homme et veut prendre une femme chez les Philistins, à Timna. Sur le chemin qui va à la cité, Samson tue un lion. Les noces ont lieu et, lors du festin, le marié propose aux convives de résoudre une énigme. L'affaire tourne mal, la fête devient tragédie, la jeune épouse est donnée à un autre, Samson fait alors la guerre aux Philistins. Il brûle leur récolte en attachant des torches à la queue de 300 renards et devient leur pire ennemi. Livré par ses concitoyens, Samson tue 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Assoiffé, il voit alors une source surgir devant lui. S'aventurant dans Gaza, la capitale du pays philistin, il en démolit les portes et les transporte sur le mont Hébron. 20 ans ont passé. Samson tombe amoureux d'une Philistine nommée Dalila. Celle-ci accepte, pour une forte somme d'argent, de faire avouer à Samson le secret de sa force. Après 3 essais infructueux, elle y parvient et lui coupe les 7 tresses de sa chevelure. Le sens du récit biblique est fort clair. Samson, en rejetant par 2 fois son peuple, en voulant s'unir à une étrangère, s'est détourné de Dieu. Les femmes sont attirées que par le profit. Est-ce pour cette raison que les Rothschild ne se marient uniquement qu'entre eux? L'endogamie était une composante essentielle de la stratégie de la famille Rothschild. Les mariages entre branches permettront à la famille de garder le contrôle de ses activités. Ainsi, en 1824, Betty, la fille de Salomon Meyer von Rothschild, épouse son oncle James Meyer de Rothschild, à la tête de la branche de Paris. Les Rothschild font beaucoup d'enfants, entre 5 et 7 par union. Edmond de Rothschild, l'homme qui racheta la Terre Sainte. La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Paul Valéry. Fils du fondateur de la lignée française de la célèbre famille, le baron Edmond de Rothschild, né le 1845 à 1934, fut un Européen avant la lettre et un collectionneur d'art avisé. Pourtant, à l'âge de 37 ans, il se détourna de ses Watteau et de ses Rembrandt pour se consacrer au soutien et à la fondation des premières colonies juives en Palestine ottomane, alors encore sous le joug des Turcs. Nous sommes en 1882, soit 15 années avant la création de l'organisation sioniste par Theodor Herzl, appelée Jewish Colonization Association, soit 25 ans avant l'arrivée du premier sioniste en Palestine. Décidément, encore un endroit bien choisi. Apparemment, les noms ont leur importance. En 1900, le baron de Rothschild a déjà dépensé l'équivalent du budget d'un État pour soi-disant aider les victimes des pogroms à s'installer en Terre Sainte. Mais quel est le sens de ce rachat de la terre appelée Géoula, aux 2 sens du mot, qui veut dire achat de terrain aux riches propriétaires du Liban, mais aussi rédemption? Critiqué au début du siècle par les immigrants russes, puis célébré en 1914 par les Juifs comme par les Arabes, l'administration Rothschild
va jouer un rôle majeur. Initiateur en 1924 de la PICA, l'Association juive de colonisation de Palestine, destinée à industrialiser la Palestine, le baron Rothschild défend l'adage « Le capital est le premier colon ». Il inaugure à l'exposition coloniale de 1931 un pavillon de Palestine qui n'aurait pas existé sans lui. Il déclare en 1934 à un correspondant de la Société des Nations qu'il souhaite ne pas avoir mis fin aux Juifs errants pour créer l'Arabe errant. Il a de l'humour. Il dit cela en connaissant l'histoire coloniale belge de 1920 au Rwanda, colonie belge semant le chaos entre deux ethnies, réels habitants, qui se tuèrent entre eux en raison du choix politique des Belges d'attribuer le pouvoir à l'ethnie nettement inférieure en nombre, créant ainsi la frustration d'une majorité. Durant sa biographie, qui a obtenu le prix du grand rabbin Zadok Khan, réévalue pour la première fois l'action occultée d'Edmond de Rothschild dans la genèse de l'État d'Israël. C'est ainsi, grâce à Netter, qu'il sauva de la faillite Rishon LeZion et accepta en septembre 1882 de secourir ses habitants et ceux de Zamarin en Samarie, qui ressemblaient, selon un rapport de l'AIU, à des naufragés jetés sur une île déserte sans recours, sans appui et sans ressources. Peu après, à la demande du rabbin Samuel Mohi-Levé, il consentit à créer une nouvelle moshava, une sorte de colonie modèle qu'il voulut peupler de vrais paysans juifs, incultes mais religieux et ayant une bonne formation agricole. Originaire principalement de Lituanie et de Pologne et comptant une centaine d'hommes et de femmes d'un âge mûr, ceux-ci furent installés en 1884 à Ekron, à l'est de Rishon, sur des terres achetées pour le compte du baron par Daniel Hirsch, le directeur de Mikvé. Suite à la constitution de l'État d'Israël, les sionistes furent confrontés à un problème démographique important. Celui-ci se fondait sur la doctrine que les Juifs ne devaient jamais cesser d'être majoritaires sur leur propre terre. Alors que des millions de Juifs européens avaient été exterminés par les nazis, il y avait un besoin d'amener une importante masse de Juifs venus du pays du monde afin de fonder le nouvel État et en vue de peupler son territoire. La réalisation historique de la négation de la diaspora se devait donc d'assembler ce qui devait être nié, ce qui signifiait que la proclamation de cette nouvelle identité devait être renforcée par ceux qui perdraient leur identité culturelle et sociale d'origine. En mai 1933, Anotea, une société sioniste de plantation d'agrumes, fit la demande de transfert de capitaux en provenance de l'Allemagne nazie vers la Palestine. Anotea, faisant partie du mouvement sioniste, servit ainsi à aider l'immigration des Juifs allemands en Palestine. Selon un accord négocié avec le gouvernement allemand, Anotea devait prendre l'argent des immigrants potentiels et le transférer dans un compte bloqué, afin de l'utiliser pour acheter des marchandises allemandes. Ils sont beaux, ces voleurs. Ces biens étaient alors livrés à la Palestine en même temps que des Juifs allemands pouvaient y émigrer. En contrepartie, le régime nazi, grâce à cet accord, pouvait contourner l'embargo britannique qui occupait la Palestine. Au même moment, l'accord Ha'avara, qui signifie transfert,
a été accepté par le gouvernement allemand de Hitler pour permettre au mouvement sioniste, sous la forme de la société Anotea, de transférer des biens d'Allemagne vers la Palestine dans le seul but d'encourager l'émigration juive d'Allemagne. La société Haavara travailla sous un régime semblable à celui de l'entreprise Anotea. Profitant de cette misère, elle exigea que les immigrants paient pour émigrer en Palestine au moins 1000 livres sterling gérés par la banque Leumi, qui était un des co-signataires de l'accord et sous les ordres de l'agence juive transformée par la suite en organe gouvernemental. Cet argent était alors utilisé pour acheter des biens d'exportation allemands qui étaient destinés à des sociétés juives déjà établies en Palestine, à des moshav et à des kibbutz. Mais qui se cachait sous cette banque? Rothschild est avant tout un philanthrope, ne mélangeant jamais son sang, préférant celui des siens et pratiquant l'eugénisme. Si on voudrait faire de l'humour, on les nommerait les lobbyistes. Alors, pensez-vous vraiment qu'il ait pu faire ce geste pour les plus démunis? Pourquoi les aristocrates n'y habitent-ils pas sur ces terres saintes? N'y avait-il pas d'autres endroits dénués d'ethnie? Préfèrent-ils laisser les pauvres et observer de loin ce qu'il s'y passe? Depuis peu, les Rothschild ont acquis l'île de Césarée, le nom de cette ville faisant référence à Jules César, qui, je rappelle, fut connu pour être le pionnier de la propagande afin de gagner ses batailles. Césarée, cette île possédée par Rothschild, accueille uniquement l'élite. Et devinez qui y habite? Ce cher Benjamin Netanyahou. Coïncidence plutôt troublante. Comme vous pouvez le voir, une partie des Israéliens ont bien compris le danger. En octobre 2015, de la bouche même de Benjamin Netanyahou, celui-ci déclarait à la tribune du 37e congrès de l'Organisation sioniste mondiale, Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs à l'époque, seulement les expulser. Alors, d'après vous, pourquoi les plus pauvres se faisaient-ils gazer, torturer, traités comme des animaux de laboratoire? Ne fallait-il pas pousser les pauvres à se rendre en Terre Sainte? Les citations qui vont suivre sont celles les plus célèbres des Rothschild. Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ces lois. Meyer Amschel Rothschild, 1743 à 1812. Traire la vache, mais pas jusqu'à la faire crier. James de Rothschild, 1792 à 1868. Dossier de l'argent, Émile Zola, édition d'Henri Mitterrand. Lettre envoyée. Messieurs, un certain monsieur John Sherman nous a écrit qu'il n'y a jamais eu autant de chance pour les capitalistes d'accumuler de la monnaie que par un décret promulgué, selon le plan formulé par l'Association britannique des banquiers. Il donne presque tout pouvoir à la Banque nationale sur les finances de la nation. Si ce plan prenait force de loi, il en découlerait de grands profits pour la fraternité des banquiers dans le monde entier. M. Sherman dit que les quelques personnes qui comprennent ce système ou bien seront intéressées à ses profits, ou bien dépendront tellement de ses faveurs qu'il n'y aura pas d'opposition de la part de cette classe, alors que la grande masse du peuple, intellectuellement incapable de comprendre les formidables avantages que tire le capital du système, portera son fardeau sans complainte et peut-être sans s'imaginer que le système est contraire à ses intérêts. Vos serviteurs dévoués, signé Rothschild Frères, en 1865, dans une lettre envoyée par le banquier londonien à ses confrères de Wall Street à New York. Aujourd'hui, lorsque nous observons les étoiles dans notre ciel, elles ne font que scintiller. Pourtant, elles sont nombreuses. Et si toutes ces étoiles venaient à briller plus intensément,
Alors notre ciel serait tellement lumineux qu'il ne laisserait plus de place à l'obscurité. À tous ceux qui vivent l'horreur et qui arrivent à ne pas tomber dans la haine ou la vengeance. C'est vous les plus forts. C'est vous, les étoiles qui brillent de mille feux.